L'intelligence artificielle est-elle devenue l'ivresse, le veau d'or de notre époque, un anti-humanisme radical et un vrai enjeu démocratique? Le philosophe Éric Sadin en est convaincu. Il est l'invité du Grand Angle. Bonjour Éric Sadin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Comment vous définir en un mot? Un philosophe technocritique, ça vous va? Je dirais plutôt technico-économico-critique, car la technique, en tant que champ relativement autonome, n'existe plus. Aujourd'hui, tous les développements techniques sont orientés en vue de répondre à des intérêts économiques. Donc ça change là-dedans. Ouais, et ça, c'est au cœur de votre livre. Notamment. Alors, ce livre, justement, c'est l'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle, anatomie d'un anti-humanisme radical. C'est aux éditions L'Échappée. Je crois, si j'ai bien compté, c'est votre 13e livre et au moins le 6e consacré à l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle, comment la définiriez-vous? Ce terme, d'ailleurs, qu'on utilise un peu à tort et à travers ces temps-ci. C'est essentiellement une puissance d'expertise, car nous vivons un changement de statut des technologies numériques qui ne sont plus seulement destinées aux trois fonctions principales que sont la collecte d'informations, le stockage et l'indexation, de plus en plus aisées et rapides. Si ces fonctions demeurent, aujourd'hui, il y a une autre fonction, j'ai presque envie de dire une autre mission qui est dévolue à des systèmes techniques et donc à l'intelligence artificielle. C'est celle de nous dire l'état de situation à des vitesses infiniment supérieures à celles de nos capacités cognitives et qui nous révèle des états de fait presque dont certains étaient inconnus à notre conscience. Donc c'est une puissance à nous dire l'état des choses et l'exactitude de situation de plus en plus en temps réel. Alors ce terme intelligence artificielle, c'est un terme assez séduisant. Intelligence artificielle. Est-ce que ça veut dire qu'un jour, quelque chose d'artificiel, un superconducteur, un supercalculateur, va devenir aussi fort d'abord et plus fort que l'intelligence humaine? Ou ça n'a pas de sens d'après vous? Je crois qu'il faut se méfier des termes qui contribuent à forger nos représentations. Le terme intelligence artificielle supposerait qu'à terme, dès maintenant et à terme, elle serait comme naturellement habilité à se substituer à nos intelligences et à notre intelligence en vue de conduire nos affaires humaines de façon toujours plus efficace. Non, je crois que ce qui est à l'œuvre avec l'intelligence artificielle, c'est un mode de rationalité fondé sur l'interprétation en temps réel, ce que nous disions tout à l'heure, de situations en vue de continuellement suggérer des services et des produits appropriés, supposés appropriés à chacun de nous, et en vue d'instaurer une vision extrêmement rationalisée de la société. Donc plutôt que ce mode de rationalité, moi je crois qu'il faut faire valoir d'autres modes de rationalité fondés sur d'autres aspirations que cet extrême utilitarisme qu'entraîne l'exploitation tous azimuts et de plus en plus grandissante des systèmes d'intelligence artificielle. Alors le titre de votre livre fait référence à un livre écrit en 1954 par le sociologue français Jacques Ellul. Ce titre, c'était « La technique ou l'enjeu du siècle ». Vous, c'est l'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle. Pourquoi cette filiation entre les deux? C'est un écho manifeste que je fais au grand Jacques Ellul, qui n'a pas été suffisamment reconnu en son temps, qu'il l'est aujourd'hui, avec un effet de délai, et qui avait su très tôt saisir l'importance des techniques et son impact sur les sociétés, et plus encore, il avait su saisir à quel point ça répondait principalement à des intérêts économiques, que ça instaurait déjà, il avait vu ça, une vision du monde, et à quel point ça engageait aussi des nouveaux jeux de pouvoir de plus en plus asymétriques. Et l'analyse de Jacques Ellul, si on reprend ces grilles de lecture presque plus de 50 ans plus tard, elle est ô combien pertinente et il faut la réexaminer à nouveau frais, ce que j'ai essayé de faire dans mon livre. Ce qui était vrai pour les techniques de son époque est encore plus vrai aujourd'hui. Plus que jamais. Vous dites par exemple qu'une des critiques fondamentales d'ailleurs que vous faites à l'intelligence artificielle, c'est qu'aujourd'hui, elle répond à des intérêts privés selon des critères utilitaristes. C'est cela qui est à l'œuvre principalement avec l'intelligence artificielle, c'est cette puissance à interpréter des situations. Et quand je dis des situations, c'est aussi nos états, chacun de nous. Et cela est rendu possible pas seulement par l'intelligence artificielle, mais par un autre phénomène technologique majeur de notre temps, c'est l'extension des capteurs dans nos environnements contemporains. Quand je dis nos environnements, c'est aussi nos corps. De plus en plus, il y a des capteurs, des bracelets connectés, bientôt des puces dans les tissus physiologiques, mais aussi dans les lits, la maison connectée, les espaces urbains, la voiture autonome. Et ces capteurs rendent possible une intelligibilité
de nos gestes, de nos comportements. Et c'est là que s'articulent les systèmes d'intelligence artificielle qui sont capables d'interpréter des situations et aussi de rétroagir et de nous dire, en fonction de tel état, vous devriez prendre tel complément alimentaire, aller dans tel restaurant, procéder à tel achat. C'est cela qui est à l'œuvre principalement avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire ça engage un nouveau seuil du libéralisme où il est possible de faire feu de tout bois. Et ce seuil, je le nomme le technolibéralisme. Voilà. Et tout ça grâce aux algorithmes. Peut-être que s'il fallait définir l'intelligence artificielle, lui donner, comment dirais-je, une équivalence en mots, on pourrait dire que c'est l'algorithme qui est le système central. Tout passe par l'algorithme. Toutes ces données qui sont captées sur nous ou dans notre cerveau, dans notre corps, sont finalement transformées en chiffres, en algorithmes. Absolument. C'est-à-dire que tout se transforme en... c'est cela la volonté. En données, en data. Alors en données, en data, en vue de répondre à la volonté industrielle majeure de notre temps, qui est la conquête du comportemental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grands groupes de l'industrie de la donnée, Google, Facebook, Amazon et d'autres, entendent pénétrer de plus en plus profondément nos comportements en vue de s'ériger comme les grandes plateformes entre chaque individu et les entreprises du monde entier, de dire « je connais telle personne, vous achetez les mots-clés et on vous met en relation directe entre les individus et les entreprises. » C'est ça l'anti-humanisme radical, parce que quelle place pour la liberté dans ce système ? L'anti-humanisme radical, ça nommerait plusieurs choses. D'abord, ce phénomène dont nous parlons, là, de marchandisation intégrale de la vie. C'est également la pression qui ne cesse de s'opérer sur la décision humaine, sur nos décisions, qui veut que des systèmes ne cessent de nous dire « faites ci plutôt que ça », à plusieurs niveaux, aux individus, mais aussi dans le cadre du monde du travail. Donc ce qui veut dire décide à notre place, d'une Exactement. manière. C'est-à-dire que là où où je nomme l'intelligence artificielle comme relevant d'un anti-humanisme radical, c'est que c'est notre autonomie de jugement, notre capacité, notre faculté à appréhender les phénomènes en conscience, librement, individuellement et collectivement, qui est appelé à être évacué au profit de systèmes qui encadrent, enrégimentent l'action humaine individuellement et collectivement. Décide à notre place et décide à la place du politique, parce que vous posez aussi la question de la fin du politique. On peut dire qu'au bout du processus, à quoi bon encore avoir des alternatives politiques ? Évidemment. Évidemment, car au moment où nous vivons une crise du politique, au moment où les sociétés sont marquées par quantité de phénomènes d'incertitude, de chaos, on le voit, de conflits, l'intelligence artificielle, consciemment et inconsciemment, c'est un phénomène un peu complexe, est envisagée comme une occasion d'organiser le cours des affaires collectives de façon toujours plus fluidifiée, sécurisée, optimisée. Et donc oui, puisque là où des systèmes gèrent nos affaires, c'est le politique, c'est-à-dire l'autonomie de jugement, la pluralité humaine, la contradiction, la délibération, qui sont marginalisés au profit de systèmes qui orientent le cours des affaires humaines en vue de répondre à des visions du monde, celle d'une sorte de société hygiéniste et ultra rationalisée. Alors vous dites aussi que les grands groupes numériques dont vous avez parlé tout à l'heure, comme Google, Amazon ou Microsoft, ils ont mis en place des cellules de réflexion éthique pour réfléchir au respect de la vie privée. On pourrait dire que c'est plutôt positif. Oui, on peut dire aussi quelle blague, quelle mascarade. Il est étonnant de voir que, alors que nous parlons de décision humaine, d'autonomie de jugement, de liquidation du politique, de jeu asymétrique de pouvoir, on en vient toujours sempiternellement à cette affaire de données personnelles, de protection de la vie privée, dont je ne dis pas que ce n'est pas un problème important. Mais on peut parler du RGPD, qui est ce règlement, donc la protection des données personnelles, qui a été décidé par l'Union européenne. Vous pensez que c'est de la poudre aux yeux ? C'est de la poudre aux yeux, en tous les cas, c'est totalement... c'est périphérique, ou en tous les cas, plus que périphérique, c'est un problème parmi de nombreux autres. Et je pense que dès que nous parlons d'éthique, nous parlons beaucoup d'éthique actuellement, qui est un noble terme, l'éthique, c'est devenu une sorte de coquille vide. On ne sait plus de quoi on parle quand on parle d'éthique. C'est une sorte de vague fourre-tout. Il est très marquant de relever que ces entreprises qui développent ces
systèmes qui conduisent à un anti-humanisme radical et qui conduisent à cette marchandisation intégrale de la vie ont des cellules d'éthique, des comités d'éthique en leur sein. On ne sait même pas ce qu'ils font, ils développent et puis ils parlent sans que c'est des effets. Pareil concernant les ingénieurs qui développent tous ces systèmes, vous remarquerez qu'ils ont continuellement le mot d'éthique à la bouche et ce sont les mêmes qui développent par exemple ce qui est nommé robotique affective. Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire qui voudrait que des robots soient dans des logiques de care, s'occupent de nos existences et contribuent à la démission du soutien à nos proches? Comment peut-on développer ces mêmes systèmes et parler d'éthique? Non, moi je crois qu'il faut envisager l'éthique comme aussi relevant du politique, c'est-à-dire de voir comment aujourd'hui nous sommes dessaisis de notre propre décision et c'est cela qui devrait faire l'objet de notre mobilisation individuellement et collectivement. Et d'ailleurs, à la fin du livre, vous écrivez « Maintenant, il nous faut des armes ». De quelles armes parlez-vous et pourquoi faire? Oui, je termine mon livre par un manifeste que j'ai nommé « Manifeste de l'action au temps de l'exponentielle ». Il y a des discours qui polluent l'espace public. Il y a des grands leaders d'opinion qui contribuent, qui participent, comme on dit, à la fabrication du consentement. Je pense à Cédric Villani, qui dans son rapport participe d'une vision du monde. Je pense que contre les experts patentés financés par l'industrie numérique, il faut faire remonter les contre-discours. Comment ça se passe en entreprise avec les systèmes d'intelligence artificielle qui voient des personnes répondre à des signaux et devoir engager des actions à des cadences infernales? Comment ça se passe dans l'école publique où des systèmes d'intelligence artificielle sont appelés à se substituer à des professeurs? Comment ça se passe dans la médecine où des systèmes d'intelligence artificielle sont appelés à se substituer à la sensibilité humaine et aux médecins? Qu'on nous raconte cela, qu'on nous fasse remonter des discours qui remontent du terrain et qui contredisent les technodiscours qu'on ne cesse d'entendre. Merci Éric Sadin. L'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle, anatomie d'un anti-humanisme radical, c'est aux éditions L'Échappée. Merci d'être venu. Merci à vous. Découvrir un tout petit peu de votre livre ici dans 64 minutes, mais il y a encore beaucoup d'autres choses à l'intérieur de ce livre, très très passionnant à lire. Merci beaucoup. Merci, c'était un